Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir Olivier Mazerolle. Vous êtes le porte-parole du Parti Socialiste. On a intitulé cette émission, Benoît Hamon, la gauche décomplexée. Parce que vous affirmez vraiment que vous êtes de gauche et vous l'avez toujours fait. Évidemment, n'allez pas y couper, hein, c'est une nécessité, mais je voudrais vous montrer deux photos. Une photo qui date de quelques semaines tout d'abord. Et puis une photo qui date de lundi dernier. Et comment vous avez vécu ce saisissement qui nous a tous pris, mais vous personnellement? Une forme de vertige. Regardez les deux. Oui, pour avoir rencontré en tête-à-tête Dominique Strauss-Kahn il y a une quinzaine de jours quand il était de passage à Paris, qu'il avait demandé à me rencontrer. Une forme de vertige, parce que passer ainsi du zénith en quelque sorte, au zénith des sondages, au zénith de la popularité, au zénith du pouvoir, à une situation où il est menotté, mis en cause dans une affaire grave de surcroît et avec des chefs d'accusation très graves, dans une situation où il est désormais entre les mains de la justice américaine. Et je pense dans une semaine qui a été compliquée parce qu'il n'a pas pu se défendre. Ce sera le cas maintenant et je pense que de ce point de vue-là, il doit être soulagé de pouvoir se défendre. Je crois que ce vertige-là a dû évidemment le saisir lui, mais a saisi tous les Français. Même si chacun était conscient de la gravité de ce qui lui était reproché. On a tous été saisis. Le vertige, c'est, je crois, le mot qui caractérise le plus ce qu'a été l'impression de cette semaine. Le PS est orphelin ? Non, il n'est pas orphelin. Pourquoi? D'abord parce que Dominique Strauss-Kahn n'était pas candidat, je le rappelle. Hein. Il était potentiel candidat. Dans l'esprit, voilà. Mais beaucoup de gens, il l'était. Dans l'esprit, mais il ne l'était pas. Il ne l'avait pas dit lui-même, mais je retiens cela. Mais ça a clairement, moi je l'ai dit très clairement, dire que le Parti Socialiste n'a pas été impacté par ça aurait été une faute, parce qu'il l'a été. C'est pas le Parti Socialiste qui est dans le box à New York, mais le Parti Socialiste, c'est l'un des siens qui se retrouve dans cette situation-là. Oui, nous avons tous été touchés, et certains d'entre nous plus que d'autres, parce que c'était des compagnons de route de Dominique Strauss-Kahn, et pour eux, c'est aussi une vie de militantisme, d'engagement qui n'ont pas s'effondrent, parce qu'ils trouveront matière à s'engager, à militer, à s'indigner encore, mais qui en tout cas les a anéantis en cette fin de semaine dernière. Certains au PS se sont dit, mais dans le fond, on est fou. J'ai entendu Henri Emmanuelli dire, mais on est le seul parti en Europe à s'imposer des épreuves du style des primaires. Et certains se sont dit, mais pourquoi encore s'imposer une épreuve qui va être difficile, qui risque encore de créer des dissensions au sein du Parti Socialiste? Écoutez, les primaires, elles ont été faites pour que les citoyens français, je le redis, ce ne sont pas seulement les militants, pas besoin de carte du Parti Socialiste, mais les citoyens français en octobre puissent choisir le meilleur candidat de gauche. Là où nous avons, manifestement, les vocations existent puisque les candidatures existent. Nous pensons que c'est un meilleur moyen que de laisser au Parti Socialiste le soin de choisir dans ce qui serait une sorte de conclave pas tout à fait représentatif de ce que nous souhaitons aujourd'hui incarner pour le pays, c'est-à-dire une gauche décomplexée, rassemblée, une gauche ouverte. C'est pour ça que nous avons fait ce choix des primaires. C'est un exercice démocratique. C'est vrai que dans toutes les autres démocraties, Henri Emmanuelli le rappelle souvent, la plupart du temps c'est le chef du parti qui naturellement est le candidat. Sauf en France où pour le Parti Socialiste, ça n'a jamais été la tradition que de confier au chef du parti, sauf pour François Mitterrand, le soin de conduire la bataille. Puisqu'on se souvient, Jospin, quand il est candidat, n'était pas le chef du parti, c'était Henri Emmanuelli. Ensuite, Ségolène Royal n'était pas la chef du parti. Bref, c'est pour ça qu'on pourrait souhaiter revenir à quelque chose de plus classique au sens des démocraties occidentales. Mais écoutez, c'est pas le cas. C'est pour ça que nous avons voulu en faire un exercice démocratique. Il demeure, son calendrier est maintenu. Alors, on va revenir sur le cas de Dominique Strauss-Kahn tout à l'heure, mais je voudrais vous montrer des images plus réjouissantes. C'était ce matin, vous allez comprendre tout de suite où ça se situe. J'ai plus beaucoup de voix, on n'a pas arrêté de hurler.
Alors Martine Aubry, évidemment, fête avec les Lillois le titre de champion de France du Lille Olympique Sporting Club. Je crois que vous aimez beaucoup le foot, donc c'est un beau champion, Lille. Hein. Oui, beau champion, beau jeu. On a beaucoup dit qu'ils étaient une sorte de Barça français. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et puis en plus, je ne vais pas me plaindre que ce soit Martine Aubry, la mère de la vice-championne de France. Justement, voilà une autre image. C'est rouge et blanc un petit peu quand même. Non, mais c'est une belle image. Et d'abord, c'est bien qu'une ville comme Lille, on était habitué à des champions assez classiques. Entre l'OM, l'OL, le PSG, il y a un peu plus longtemps quand même. Oui. Alors pour Martine Aubry, alors tout le monde se dit, tiens, bah voilà, son équipe vient de remporter une victoire. On se dit, tiens, peut-être que finalement, elle va se lancer dans un autre combat pour essayer d'en remporter une autre. Alors elle était chez nos confrères de France 2 tout à l'heure. On l'écoute. Rien n'était décidé et je sais sa pensée, je sais sur quoi nous avons parlé, les Français, l'intérêt de notre pays, c'est la seule chose qui compte. Et donc moi, c'est sans précipitation, je continue cette réflexion qui est déjà, vous l'imaginez, très avancée. Et je l'ai dit avant que n'arrive malheureusement ce qui vient d'arriver. Il faut se préparer, je me suis préparée. J'ai toujours pris mes responsabilités, les Français le savent, et je les prendrai là aussi. Ils savent qu'ils peuvent me faire confiance. J'ai envie, et mon envie, c'est que la gauche gagne. Voilà. Et mon envie, c'est d'être utile à mon pays. Alors, si je vous dis que moi je comprends qu'elle est candidate, vous me traitez d'imbécile ? Non, je ne vous traite pas d'imbécile, même si vous m'aviez dit le contraire, je ne vous aurais pas traité d'imbécile, mais là encore moins. Juste un mot, si je peux me permettre un commentaire sur Martine Aubry que je connais bien. Martine Aubry, quand elle a parlé de cette responsabilité, on a très mal compris, parfois même y compris au Parti Socialiste, cette idée de pacte avec Dominique Strauss-Kahn. Et ce qu'elle disait, c'est je ne veux pas être candidate par orgueil, je ne veux être candidate que si je sens que je suis la mieux placée, à la fois pour gagner, mais aussi pour rassembler le peuple de gauche. Pas seulement les élus, pas une affaire de rassemblement des groupes parlementaires, c'est important, des maires, mais le peuple de gauche, les classes moyennes, les classes populaires. Bref, je ne rentre pas dans le détail. Et c'est l'idée que je me fais de la responsabilité. On en a parlé souvent en tête-à-tête d'ailleurs. Elle me disait, si je suis la meilleure, j'irai parce que j'ai cette détermination et j'ai ce sens de l'intérêt général. Mais je trouve ça, je le dis, plutôt que l'envie. On a un président qui a eu très très envie. On a vu qu'il a joui de la fonction parce qu'il en avait très très envie. Il en a tellement joui qu'il en a joui pour lui-même, mais très peu au service des Français. Et le problème de l'envie, au sens où on a très très envie d'une chose, comme on aurait envie de chocolat ou d'une belle fin de carrière ou d'un grand moment de gloire, effectivement, Martine Aubry vis-à-vis de la responsabilité qui serait celle d'être présidente de la République française, chef de l'État français, ne confond pas l'envie d'un grand moment de gloire, c'est pas trop son style, avec la responsabilité de diriger un pays dans un moment qui est un moment de crise interne et de crise extérieure. Alors là, je crois qu'aujourd'hui, elle pose bien les termes du débat. Qui, aujourd'hui, est en capacité de sortir le pays de cette forme de trou dans lequel il s'enfonce, de déclin auquel il est condamné, qui lui permet de reprendre la marche du progrès. Aujourd'hui, elle dit que si, dans les jours qui viennent, les conditions sont réunies, eh bien, il est possible que ce soit elle. Alors, quelle est votre réponse à vous, finalement ? Est-ce que l'absence de Dominique Strauss-Kahn dans les primaires ne fait pas que, ipso facto, elle devient une candidate légitime, presque nécessaire pour le Parti socialiste ? Mais je crois qu'elle était déjà une candidate légitime, avant même que cet événement arrive. Vous savez, je ne trahis aucun secret en disant que Dominique Strauss-Kahn, quand je l'ai rencontré, comme quand il a rencontré plusieurs dirigeants socialistes, préparait sa candidature, préparait l'hypothèse de sa candidature, mais répétait à ses interlocuteurs, si Martine Aubry souhaite y aller, elle est la plus légitime et je n'irai pas. C'est lui-même qui le disait. Ce qui montre que ce sens des responsabilités les rassemblait, les réunissait réellement. Donc je pense que si Martine Aubry est candidate, c'est parce que le chemin de sa réflexion l'amène à l'être. Et cet événement, bien sûr, il change la donne. Pourquoi ? Parce que... ah oui, quand même, il manque quelqu'un maintenant. Ça n'est pas la réponse à cet événement. La candidature de Martine Aubry n'est pas la réponse à cet événement, que l'on soit clair. C'est le résultat d'une réflexion qui est une réflexion très ancienne, d'une capacité, je vais vous dire, à rassembler ne serait-ce qu'au-delà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Qu'est-ce qui pourrait justifier ? Qu'est-ce qui pourrait rassembler la gauche ? Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'elle ne soit pas candidate ?
Si vous me le demandez à moi, Benoît Hamon, je vous dirais pas grand-chose. Donc vous souhaitez qu'elle soit candidate? Oui, mais c'est pas. Je l'ai dit depuis très longtemps. Je mais souhaite encore plus aujourd'hui. Mais nous, ni plus ni moins. Je pense que là aujourd'hui, je pense depuis longtemps qu'elle est la mieux à même de répondre à des problèmes extrêmement simples. Vous savez, on va nous dire, ou on nous répète que dans cette situation de crise, la fatalité à laquelle la France est contrainte, ce sont des politiques d'austérité, qu'il n'y a pas le choix. Et tout à l'heure, nous allons probablement débattre de populisme notamment, mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que, à force qu'on explique aux gens que sur tous les sujets importants, les retraites, les salaires, l'avenir de leurs services publics, de l'école, qu'il n'y a pas d'autre choix qu'une seule politique. À force qu'on répète cela, il n'est pas étonnant que les Français se désintéressent du jeu démocratique ou se désintéressent des partis dits de gouvernement. Eh bien, la force de Martine Aubry, c'est qu'elle va montrer qu'au contraire, il y a bien un choix. Et que ce choix, qui nous amènera à faire une autre politique en termes de salaire, d'éducation, de redistribution de retraite, il procède du fait qu'on assume des convictions politiques et qu'on ne se retranche pas derrière les mêmes solutions qu'on trouve partout et qui aboutissent à quoi? À la fin, ce qu'on se serre beaucoup la ceinture en France, beaucoup en Espagne, beaucoup en Allemagne, et qu'on est dans une situation où ce sont les salariés qui trinquent pour une crise dont ils ne sont pas responsables. J'ai bien entendu, Martine Aubry va démontrer. Voilà, donc... allez, on laisse tomber un peu toutes les périphrases, etc. Alors, elle a évoqué aussi, parce qu'elle a été interrogée là-dessus, est-ce que vous serez une candidate normale? Candidat normal, c'est le slogan de François Hollande. Voilà ce qu'elle répond. Je suis une femme normale, en sens que je vis comme tout le monde, mais je pense que quand on veut être candidat à la présidence de la République, il faut un peu plus. Encore une fois, il faut incarner la France, ses valeurs. Il faut de la hauteur et il faut en même temps de la proximité avec les Français. C'est cela qui est le plus important, me semble-t-il. C'est cela dont nous souffrons aussi aujourd'hui avec le président de la République. Alors ça promet, hein, dans l'affrontement Aubry-Hollande, candidat normal, ça suffit pas, quoi. Non, mais Martine Aubry ne pense pas à François Hollande quand elle dit ça. Elle pense d'abord à ce qui pourrait être son adversaire, c'est Nicolas Sarkozy. Et si elle doit être candidate demain, elle sera concentrée sur la façon dont demain elle peut battre Nicolas Sarkozy. Après, normal, pas normal. J'ai même vu que Claude Guéant avait fait une déclaration pour dire que le président de la République effectivement n'était pas normal, qu'il était exceptionnel. Parce qu'il est très amoureux, Claude Guéant, parce que pour faire des déclarations comme celle-là, il est exceptionnellement éloigné des problèmes des Français. Mais bon, si ça inspire des déclarations d'amour de Claude Guéant à Nicolas Sarkozy, les débats du PS, je suis ravi. Ça lui, comme tout le temps qu'il passera à parler de nous, il ne passera pas à faire à se préoccuper de ceux et celles aujourd'hui qui sont dans la détresse et qu'il veut rejeter. Tout à l'heure, avec Romain Gubert, vous allez parler du projet socialiste et notamment sur le plan économique et social, mais il y a, semble-t-il, un débat au sein du Parti socialiste. À qui doit-on s'adresser? Il y a des membres du Parti socialiste qui disent oh, attention, maintenant les ouvriers, de toute façon, c'est terminé, ils sont partis à droite ou voire même à l'extrême droite, c'est plus la peine, il faut s'intéresser aux classes moyennes. Grave bêtise, qui n'a pas été, d'ailleurs, qui n'est pas le projet socialiste. Il y a des gens qui ne sont pas des dirigeants socialistes, qui ont des cabinets ou des fondations, qui parlent, qui écrivent des notes, qui sont financés pour le faire. Qui étaient proches de Dominique Strauss-Kahn, hein. Oui, mais dont il ne se revendiquait pas lui. C'est-à-dire que vous avez remarqué que eux disent qu'ils sont proches de Dominique Strauss-Kahn, il n'a jamais dit, lui, qu'il était proche d'eux. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on lui ait demandé à cette époque-là si ces gens-là parlaient en son nom. Je ne crois pas. Cela étant dit, ceux qui disent qu'on peut faire l'impasse sur les couches populaires, il n'y a qu'à regarder à chaque fois les élections où les ouvriers ne votent pas, où les employés, où les classes populaires ne votent pas socialistes, on les perd. Alors, à chaque fois, on les perd. Donc, moi, je veux juste dire une chose, c'est que dans le Parti socialiste, à ceux qui pensent ça, il y a socialiste. Eh bien, la tâche qui est la nôtre, c'est de faire de la question sociale la question centrale de l'élection présidentielle. Ce qui ne veut pas dire qu'on oublie la question économique. Les deux sont intimement liés. On ne fera pas de politique sociale sans nouvelle politique macroéconomique, sans politique de redistribution différente. Mais la question sociale est centrale et nous y répondrons. Sur les délocalisations, sur la lutte contre les licenciements, sur les conditions dans lesquelles aujourd'hui on retrouve un emploi, sur les conditions de travail, la souffrance au travail augmente, pas simplement chez ceux qui travaillent à la chaîne, chez beaucoup de ceux aujourd'hui qui vivent le stress au travail, sur le salaire, parce que la rémunération du travail est déterminante. Sur ces questions-là, vous les retrouverez au centre du projet socialiste. Ce qui ne veut pas dire qu'on se désintéresse de toutes les autres questions, mais celle-là qui a été la grande absente des politiques de droite, des politiques libérales depuis 10 ans, cette question sociale sera au cœur de notre proposition, de notre projet vis-à-vis des classes populaires et des classes moyennes. Une des conséquences de ce qui s'est passé à New York, c'est qu'il faut un nouveau directeur général du FMI. Christine Lagarde semble devoir être adoubée par les pays européens. C'est une bonne candidate à vos yeux ?
Indépendamment de Christine Lagarde, moi je veux dire une chose, pour bien connaître ces questions-là, des institutions internationales, il y a un deal historique depuis l'après-guerre, le FMI aux Européens, la Banque mondiale aux Américains. Et aujourd'hui on nous demande, à nous Européens, de céder un poste au profit des pays émergents. Les Américains, eux, gardent le leur. Moi je considère qu'aujourd'hui on doit être évidemment ouvert à une meilleure représentation des pays émergents au sein du Conseil d'administration du Fonds monétaire international, mais que l'Europe doit conserver ce poste à la tête du FMI. Quel candidat ou quelle candidate, on verra. Je ne suis pas un grand fan des convictions de Madame Lagarde, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense que l'orientation qu'elle pourrait donner au Fonds monétaire international, puisqu'elle est très libérale, n'est pas exactement celle que je souhaite. En outre, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'à terme, il faudrait, c'est le vœu des socialistes, qu'il y ait une vraie monnaie de réserve internationale. Le fait aujourd'hui que la monnaie talon reste le dollar, quoi qu'on en dise, aujourd'hui nous fragilise, renforce le rôle des États-Unis au sein du Conseil d'administration du Fonds monétaire international. J'aimerais que Madame Lagarde défende ces positions-là. Je ne suis pas sûr qu'elle le fasse. En même temps, je dis, je le répète, ce siège doit revenir à un Européen.